sur vous. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de la culture religieuse, votre émission qui propose de voir l'islam de manière culturelle ou culturelle et historique. Et cette troisième et dernière édition, vous savez, c'est une édition où nous faisons des épisodes spéciaux concernant la présence musulmane en Andalousie. Et notre invité, toujours avec nous, Dr Ismaël Hamed, spécialiste en histoire de l'islam. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, aujourd'hui, on va parler pour clôturer cette édition des différents scientifiques qui ont porté donc le flambeau des sciences de l'islam et de l'islam en général, qui étaient présents en Andalousie. Alors, parlez-nous déjà pour introduire de l'essor de la culture et des sciences dans cette région. Oui, bien sûr. C'est un point très important. Alors, des traces arabes de la grande civilisation là-bas. Et si on parle de ce côté, le domaine scientifique en général par rapport aux sciences, par rapport à la philosophie, la géographie, l'astronomie, si on parle de la philosophie, vraiment les Arabes, l'interprétation du Coran, le fiqh et tout ça, la jurisprudence, plein de choses que les Arabes bien sûr faisaient là-bas. On a des grands modèles de cette période des grands scientifiques arabes et qui faisaient des grands volumes scientifiques, des choses qui restent jusqu'à maintenant, des sciences qui nous laissent beaucoup de reconnaissance, qui restent jusqu'à maintenant qu'on étudie dans les universités, soit en Orient, soit en Occident. On a beaucoup de modèles et si on classifie tout ça dans 10 catégories, si on parle par exemple de scientifiques de la géologie, l'astronomie et des scientifiques de la philosophie, de fiqh, de l'islam, et aussi par rapport aux sciences, parce que les sciences aussi c'était une affaire très importante de ce point. Donc on peut classifier tout ça, on peut parler sur quelques modèles de chaque domaine scientifique de tout ça. Très bien, donc on va parler en détail bien entendu, tout de suite un commentaire et on revient après ça. L'islam a placé le savoir et les savants dans un rang éminent en incitant à chercher le savoir et à lire. En effet, les Arabes étaient les pionniers des sciences, car à une certaine époque, ils ont guidé l'humanité sur les sentiers de la gloire, et ce grâce à une élite de savants arabes et musulmans. Parmi les savants célèbres en Andalousie fut Ibn Rushd. Averroès ou Ibn Rushd est un philosophe, théologien rationaliste, juriste, mathématicien et médecin, né en 1126 à Cordoue en Andalousie. Son œuvre est reconnue en Europe occidentale, dont il est d'après certains un des pères spirituels, pour ses commentaires d'Aristote. Certains vont jusqu'à le décrire comme l'un des pères fondateurs de la pensée laïque en Europe de l'Ouest. Son ouverture d'esprit et sa modernité déplaisaient aux autorités musulmanes de l'époque, qui l'exilèrent comme hérétique et ordonnèrent que ses livres soient brûlés. Profondément méconnu de son vivant, il a commenté abondamment les œuvres d'Aristote, aussi les théologiens latins le nommaient le commentateur. Ibn Rushd fut par excellence l'un des plus grands philosophes de la civilisation islamique qui a influencé la pensée philosophique. Un autre savant fut Ibn Bajjah. Ibn Bajjah est un philosophe, médecin, astronome, géomètre, né en Andalousie, à Saragosse, vers 1085 et mort vers 1138. Esprit universel, poète et scientifique, il écrivit plusieurs livres comme La lettre d'adieu,
l'épître de la conjonction de l'intellectuel agent avec l'homme et le régime du solitaire. Il composa également des chansons et des poèmes populaires et s'adonna à l'étude des mathématiques, de l'astronomie et de la botanique. Ibn Bajjah fut auteur d'ouvrages de mathématiques, de métaphysique et de morale fort estimés des musulmans et souvent cité avec éloge en faille. Il professait une philosophie mystique qui le fit accuser d'hérésie. De retour donc dans cette édition spéciale présence musulmane en Andalousie, notre invité Dr Ismaël Hamed, spécialiste en histoire de l'islam. Alors on va parler d'abord de la présence scientifique des savants du fiqh ou de la science musulmane en Andalousie. Bien sûr, l'Andalousie témoignait beaucoup de grands scientifiques qui apparaissaient pendant cette période-là et qui laissaient beaucoup de traces, beaucoup de volumes islamiques qui sont très très importants. Et si on parle d'un modèle par exemple de Ibn Hazm, Ibn Hazm c'est un modèle du 4e et du 5e siècle après l'émigration du prophète Mahomet. Ibn Hazm c'est un grand imam de l'islam et c'est lui qui s'appelle Ibn Hazm al-Zahiri parce qu'il avait comme une secte de l'islam une école de jurisprudence islamique, donc qui était presque aussi comparé avec aussi l'école de Ahmed ibn Hanbal, l'école de l'imam Malik, de Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, c'est la 5e secte de l'islam. Donc il y a beaucoup qui le considèrent comme ça, la 5e secte de l'islam après les 4 écoles. Al-Zahiri, est-ce que ça a quelque chose à voir avec Al-Azhar? Non, Zahiri c'est par rapport l'interprétation Zahir, éclairé de nous. C'est pas de la profondeur de nous. Parce que lui, il a une école, quand tu lis le Coran, l'interprétation c'est d'après la Zahir ou l'apparition de mots, pas la profondeur de mots. C'est comme les autres qui parlent. Pour lui, non, c'est juste de l'apparition de mots. Alors, c'est ça notre attitude de fiqh et de tout ça. A laissé beaucoup de volumes et un d'œuvres qui sont très importants pour lui, un livre qui s'appelle Al-Fisal, bien sûr, Al-Fisal qui parle de religion, qui parle de toutes les religions, soit des religions célestes ou des religions non célestes, ou qui étaient faites par les hommes. C'est un livre très très apprécié par les spécialistes de religion comparée. Bien sûr, pour moi, j'adore le livre de Ibn Hazm, Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wal Nihal, parce qu'il a parlé presque sur tout ça. C'est un livre très très bien apprécié. Al-Fisal, c'est la séparation de sectes, de dogmes, de religion. Ouais. C'est qui donne la séparation entre tout ça, c'est pas mélangé. On ne peut pas parler sur l'islam, le judaïsme, le christianisme comme on parle sur l'hindouisme pour les mages et tout ça. Non, c'est une séparation entre tout ça. Docteur Ismaël, l'impact de la scolastique musulmane justement, que ce soit en Andalousie, dans l'Empire musulman et dans le reste du monde. Bien sûr, avec l'échange de la culture, de religion, des sectes et tout ça, entre l'Ouest de l'islam et l'Est de l'islam, c'est beaucoup influencé. Et bien sûr, l'attitude de Ibn Hazm al-Zahiriya, c'est un grand secte de l'islam qui a beaucoup de monde qui adopte sa façon et son attitude. Et bien sûr, comme Ibn Hazm, on a beaucoup d'autres modèles aussi qui avaient beaucoup d'influence sur tout ça. Par exemple, on a Ibn Abd al-Barr. Ibn Abd al-Barr aussi, c'est un grand imam de l'Andalousie. C'est un imam qui faisait beaucoup de l'Aqd al-Farid de Ibn Abd al-Rabb. On a aussi le livre de l'Isti'ab, fi Ma'rifat al-Ashab. C'est un livre très très important. C'est un des premiers livres qui parle de compagnons du prophète Mahomet, alors qui parle sur les biographies du compagnon du prophète et tout ça. Et c'était une base qu'après Ibn al-Athir, il a profité de faire son livre très important qui s'appelle Ouz al-Ghaba,
après, donc, on a Ibn Hajar qui profite de ces deux volumes de faire son livre qui s'appelle Al-Isaba fi Ma'rifat al-Sahaba. Donc c'était Ibn Abd al-Barr qui met une base très importante sur les biographies des compagnons du prophète Mahomet. Et aussi, Ibn Abd al-Barr, il a un livre très important qui parle de la vie du prophète Mahomet qui s'appelle Ad-Durar. Bien sûr, il parle des événements de toute la vie du prophète Mahomet. Aussi, on a Al-Qadi Iyad, c'est un grand imam, c'est un grand faqih aussi de l'Andalousie. Si on parle aussi de côté de sophisme, on parle de Mursi Abul Abbas, il est d'origine de... On parle de Hassan Chadili, aussi c'est d'origine de l'Andalousie. Voilà, parce qu'il est un grand nom du soufisme, un quartier Alexandrie d'ailleurs. Alexandrie, sa grande mosquée là-bas, son mausolée. Donc il y a beaucoup de traces, c'est une de traces pour les scientifiques arabes de l'Espagne jusqu'à ici. On a de leur façon de sophisme par Mursi Abul Abbas et Chadili, c'est le professeur ou l'imam de Mursi Abul Abbas. Et l'innovation de la scolastique est de reprendre les textes d'Aristote pour interpréter les religions, comme avec Averroès, Ibn Rushd. Ah oui, Averroès, bien sûr, c'est un grand philosophe arabe. Il était au début, alors c'était un faqih ou un imam. Après, il aime beaucoup qu'est-ce qu'on appelle la science de parole. Ilm al-kalam pour les Arabes, c'est pour savoir les autres nations, leur interprétation, leurs attitudes et tout ça. Ibn Rushd, il était bien sûr, alors il était admiré il admirait beaucoup Aristote et sa façon, comme on connaît Aristote, c'est un des grands philosophes grecs. Il était un étudiant de Platon, un étudiant de Socrate. C'est les grands trois philosophes. Alors l'un après l'autre, Socrate, le professeur, et après ça arrive Platon, l'étudiant de Socrate. Après c'est Aristote. Après Aristote, c'est lui qui était aussi le professeur de Alexandre le Grand. Donc aussi, on a beaucoup de culture. Quand Alexandre le Grand est arrivé en Orient pour la conquête de l'Égypte et tout ça, donc aussi il y a beaucoup d'influence. Donc Averroès, Ibn Rushd, alors, il aimait beaucoup la façon de Aristote. Il a fait la traduction pour tous ces volumes. Il a traduit du grec en arabe et tout ça, mais il était beaucoup critiqué par beaucoup de musulmans parce que l'attitude aussi de l'interprétation de la philosophie grecque, c'est pas comme l'interprétation de l'islam ou de notre comme ça. Donc Ibn Rushd est vraiment critiqué par les juristes. En tout cas, il a influencé même d'autres religieux comme saint Thomas d'Aquin par exemple, qui a aussi repris donc cette idée-là pour interpréter la religion chrétienne. Oui, bien sûr. Et en même temps, il y avait beaucoup de fanatiques, ceux qui ont brûlé le livre de Averroès parce qu'ils ont trouvé que Averroès il a beaucoup exagéré dans son interprétation et de tout ça. Okay. Alors ça on parle du fiqh ou de la science de l'islam. Évidemment, on a d'autres sciences, on a par exemple les géographes. Oui. On a la géographie aussi, le grand modèle de tout ça, on a Idrissi, oui, il est d'origine marocaine, mais aussi il a beaucoup d'influence en Espagne, en Europe et tout ça. On a le roi Roger Bou. Ce Roger Bou, c'était le roi de Sicile, celui qui savait bien la valeur de la position scientifique de Idrissi. Il a voté pour venir dans son palais. Et puis Idrissi a vécu presque 20 ans dans le palais de Roger Bou, le roi de Sicile. Donc il lui a demandé de faire une carte du monde et tout ça. Il a fait une carte exceptionnelle en argent. Cette carte-là qui décrit alors des grandes parties connues dans le monde pendant cette période et tout ça, c'était en argent. Elle a décrit presque les pays, la mer, le bassin de la mer Méditerranée, le nord de l'Afrique et les pays que le grand voyageur l'Idrissi qu'il a fait et qu'il a décrit dans son volume qui était très important qui s'appelle Nuzhat al-Mushtaq fi Ikhtiraq al-Afaq. C'est un grand livre de Al-Idrissi et de tout ça. Et Idrissi parce qu'il est de famille de Idriss qui était un descendant de prophète Mahomet. Donc il est bien sûr de la famille du prophète Mahomet. Un grand géographe arabe qui avait beaucoup d'influence en Europe. En français, comment il s'appelle son livre? Vous l'avez dit en arabe. Al-Idrissi. Ah oui, mais le livre de Al-Idrissi, vous l'avez dit. Nuzhat, c'est le voyage, Mushtaq de passionné. C'est le voyage de passionné. Le voyage de passionné. Pour la pénétration et l'exploration des horizons et tout ça. Docteur Ismaël, est-ce que le livre de Al-Idrissi a pu influencer des grands voyageurs européens, donc Marco Polo, etc.? Oui, bien sûr, parce que Idrissi vivait pendant le 5e, 6e siècle après
Al-Hijra, donc il est un ancien... 12e siècle après Jésus-Christ, oui, à peu près, non? Ah, oui, presque. Donc 11e, 12e. Donc alors c'est un des premiers voyageurs, géographes arabes et tout ça. Il a fait un livre qui influence beaucoup alors des autres, ceux qui profitaient de traditions et de qu'Al-Idrissi il a parlé, parce que bien sûr, quand on parle d'un voyageur récent et quand on profite d'un autre voyageur plus ancien, alors 4, 5 siècles et tout ça, il parle de points qui n'existent plus après. Donc il parle de villes qui étaient bien sûr démolies ou qui étaient funies ou tout ça. Donc bien sûr il y avait beaucoup de voyageurs et de géographes qui profitent de la parole. On a Ibn Battuta bien sûr, c'est un grand modèle de tout ça, c'est un grand géographe, mais il arrive 2 siècles après Al-Idrissi et tout ça. Aussi on a beaucoup d'autres modèles qui étaient avant Al-Idrissi. On a le Masoudi, c'est encore un autre grand voyageur, mais il est mort 346. Donc il était presque 2 siècles avant Al-Idrissi. On a vu aussi cinquantaine d'années avant Al-Masoudi, on avait bien sûr Al-Yaqoubi. C'est un des premiers voyageurs arabes. Donc on parle de la 3e génération de grands voyageurs arabes. C'était Al-Idrissi, après Yaqoubi, Masoudi, et après Al-Idrissi, après Ibn Battuta, et puis c'est Marco Polo parce qu'il était florissant après. Oui, alors ça va très loin ces voyages, puisque on parle aujourd'hui encore de ce fantasme de gens qui vivent sous la terre, etc. Voyage au centre de la terre de Jules Verne s'en inspire, etc. Mais ce sont les voyageurs arabes qui commencent déjà à dire que dans une certaine partie du il y a un accès à un monde, il y aurait, parce qu'on l'a pas encore vu, mais il y aurait un accès à un monde souterrain, donc voilà, c'est à partir de là. C'est grâce aux Arabes, bien sûr, aux voyageurs arabes, aux géographes arabes, ceux qui mettent de base c'est une grande science pour le sens de voyageurs et de géographes. Oui, on a Ptolémée, le géographe, c'était un des grands scientifiques d'Alexandrie, parce que c'était en Alexandrie, on a les bases de la géographie, parce qu'il était un des grands, on a Strabon, le Romain, on a beaucoup. Mais les Arabes, ceux qui portent cette science-là, alors à vie, ceux qui font la renaissance de sciences de voyage, et la géographie à vie, c'était grâce à Idrissi et les autres scientifiques et géographes arabes. Et d'autres domaines des sciences, bien entendu, qu'on va avoir l'occasion de voir dans quelques instants. Je vous propose, comme d'habitude, un monument à visiter. On revient après ça. La rue d'El-Morez est la rue la plus ancienne du Caire. Elle a marqué la naissance de la capitale égyptienne en 969 grâce au chef militaire fatimide Jawhar el-Saqali. Ce dernier a construit le Caire à l'ordre du calife Al-Mu'izz el-Din Allah el-Fatimi pour être le siège du règne fatimide. Juste après la fondation de la nouvelle capitale et de la rue d'El-Mu'izz, Jawhar el-Saqali a construit la mosquée d'Al-Azhar, qui est devenue plus tard la plus grande et la plus importante université islamique dans le monde. Les visiteurs de la rue d'El-Morez sont l'odeur de l'histoire qui embaume l'endroit, et ceci grâce au grand nombre de monuments qui l'entourent et qui témoignent de la magnificence de l'architecture islamique à travers plus de 1000 ans. Ces monuments ont fait de la rue d'El-Morez un vrai musée ouvert. Grâce à sa position au centre du Caire et dans la région d'El-Azhar, une des régions commerciales les plus importantes de la capitale, la rue d'El-Morez est considérée comme un souk. Et des milliers de visiteurs s'y rendent chaque jour, non seulement pour y faire du tourisme, mais aussi pour faire des achats.
La rue d'El Mourez est l'artère principale du Caire, dès sa fondation. Elle regorge de monuments de différentes ères islamiques en Égypte, Fatimides, Ayyoubides, Mamelouks et Ottomans. À l'époque fatimide, Ayyoubides et Mamelouks, il y avait des traditions pour passer dans la rue d'El Mourez, notamment pour les bêtes qui portaient des marchandises sur leur dos. Il était obligatoire que ces marchandises soient couvertes, et les bêtes portaient une sorte de couche pour les animaux pour ne pas polluer la rue par leurs déchets. Le gouvernement exigeait à l'époque des propriétaires des magasins de mettre des lanternes pour illuminer les rues durant la nuit. Ils devaient aussi mettre des grandes jarres remplies d'eau comme mesure préventive contre les incendies. À l'époque du calife Al-Hakim Ba'amrillah, il était interdit que quiconque passe par la rue sur une bête. On fermait la rue entre les deux palais du calife Al-Mu'izz et celui de son fils après la prière du soir jusqu'à la prière de l'aube. Comme on vient de mentionner, la rue d'El Mourez renferme des monuments de différentes ères de règne islamique en Égypte. Par la suite, on y trouve des styles architecturaux variés. Quand les Fatimides se sont installés en Égypte, un nouveau style architectural y est apparu. Il s'agit d'un amalgame entre l'architecture andalouse et nord-africain et l'architecture égyptienne, qui a pu très bien s'adapter au nouveau style, tout en lui ajoutant ses propres traits comme le gypse, le bois, la calligraphie kufique et les différentes formes de minarets. Et bien de retour pour clôturer cet épisode d'une édition spéciale dédiée à la présence musulmane en Andalousie. Notre invité, Dr Ismaël Hamed, est spécialiste en histoire de l'islam. Alors on avait parlé des sciences, fiqh, sciences de l'islam, philosophie et géographie. On va parler bien entendu d'autres, pour clôturer des autres sciences, dont la médecine. Bien sûr, la médecine, c'est la plongée, vraiment, des sciences des scientifiques arabes. On a trois modèles de trois scientifiques arabes qui vivaient en Andalousie, ceux qui laissaient des grandes traces et tout ça, mais un petit peu parce que aussi, on ne peut pas passer Ibn Khaldoun. Alors c'était avant, Ibn Khaldoun, oui, il est né à Carthage et tout ça, mais il avait beaucoup d'influence alors au Maroc, en Andalousie et tout ça, parce que Ibn Khaldoun, alors celui qui est mort en 808, il est le fondateur de sciences de la sociologie. Ah, bien sûr, c'est un grand introduction à la traduction, Muqaddima, et le livre aussi de l'Ibar, le lisan. C'est un grand historien, mais la sociologie s'était fondée grâce à Ibn Khaldoun. C'est lui qui vivait une grande partie de sa vie au Caire. Il est né au Caire aussi, il était le grand juge aussi au Caire pendant la période de Mamlouk. On a sa tombe, c'est juste à côté d'Ab el-Futuh, ou la porte de la conquête. On ne peut pas passer Ibn Khaldoun. On a trois modèles pour les scientifiques, ou les médecins, ou les pharmaciens alors arabes qui vivaient pendant cette période. On a le meilleur, le plus éclatant de scientifiques là-bas, on a Ibn al-Bitar. Ibn al-Bitar, c'est un grand scientifique qui s'intéresse beaucoup d'étudier les herbes, les plantes et tout ça. C'était un grand pharmacien, celui qui fait aussi des grandes bases pour la pharmacie. Et jusqu'à maintenant, il a trouvé beaucoup de médicaments en utilisant les arbres. Il a fait beaucoup de voyages dans le monde. Il a fait le voyage au nord de l'Afrique, alors en France, en Italie. Et puis, il s'est installé au Caire. Il était aussi le pharmacien principal de la cour royale du roi Al-Kamil, de la famille de Saladin, le nouveau de Saladin. Donc, il était un grand pharmacien alors d'origine de l'Andalousie, mais aussi il a fait des livres, de volumes qui décrivent
arrive bien sûr beaucoup de maladies et beaucoup de remèdes et médicaments. Pendant 781 ans, l'Empire andalou, donc cette région du monde, a été un minaret ou un phare pour les sciences, la culture et bien sûr le renouveau des arts. Malheureusement, à un certain moment, on revient à l'obscurantisme avec les Almoravides, par exemple, qui ont brûlé des monuments, des monuments donc littéraires, des monuments, disons, des sciences. Parce que justement, ils ne croyaient pas, ils n'étaient pas dans ce cadre de pureté, du puritanisme. Je dirais à partir de là le déclin de l'Empire musulman dans cette région. On peut pas dire que les Moravides, c'était pas à cause d'où. Alors on a des gens qui étaient plus radicalistes, alors qui étaient le Moahidites. Moahidites étaient plus radicales, ceux qui ont brûlé beaucoup du livre, ceux qui ne respectaient bien alors les sciences et tout ça. Mais comme toujours, la vie de l'homme, comme la vie de nation, la vie de civilisation. Alors il y a une période d'enfance, une période de début, après une période d'enfance, une période de l'apogée, après s'incline la civilisation et tout ça, et puis jusqu'à la fin. Ça arrive normalement, mais alors il faut dire toujours que les Arabes ont beaucoup de grandes traces, que les Européens ils sont fiers de tout ce que les Arabes laissaient là-bas. Fin donc de ces 3 épisodes dédiés à la présence des musulmans en Andalousie. Merci à notre invité, on vous a beaucoup fatigué. En tout cas, on a vraiment beaucoup profité de vos connaissances. Dr Ismaël Hamed, vous êtes spécialiste en histoire de l'islam. On vous retrouve certainement très bientôt. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On vous retrouve une prochaine fois pour d'autres sujets et votre émission La Culture Religieuse. Au revoir.